Très bien. Alors écoutez, on va enchaîner donc, avec un exposé de M. Chin Siméon, directeur des systèmes d'information au CHU, et qui va nous parler de l'intelligence artificielle au service de la santé. Merci. Merci. Je vous introduis cette notion, en tout cas vous préciser comment est utilisée l'intelligence artificielle dans une hôpital. Alors, l'agenda, c'est déjà effectivement faire un point sur l'IA, menace existentielle de l'évolution, la genèse de l'apprentissage machine, CPU jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, les opportunités pour les hôpitaux et les moyens numériques à mettre en œuvre. Et les critères de la recherche d'un apprentissage profond dans le contexte de la recherche clinique. Alors, tout d'abord, en fait, vous avez peut-être vu dans les médias que certains chercheurs qui sont à l'origine de la mise en place de l'intelligence artificielle, en tout cas de l'apprentissage machine, ont regretté avoir fait ce genre de recherche, tout simplement parce qu'ils craignaient que les usages soient détournés. Donc, c'est Geoffroy Hinton, le pionnier de l'IA, qui a démissionné chez Google. Ensuite, Elon Musk a donc alerté sur aussi l'usage de l'IA et a demandé de faire une pause, donc il a créé sa société, donc un aspect très concurrentiel dans ce secteur. Yoshua Bengio, donc canadien, franco-marocain, qui a travaillé aussi sur ce sujet. Je pense que c'est une menace existentielle pour l'homme. Il y a donc effectivement aussi des gens qui sont plutôt optimistes, comme Yann Lequel, qui pense que l'IA nous permet d'entrer dans une nouvelle ère des lumières. Alors, globalement, pour le secteur de la santé, il y a eu, vous avez juste entendu parler de ChatGPT 4, qui est en mesure, selon certains médecins et data scientists, de faire de meilleurs diagnostics que médecins. Et pour ceux qui travaillent dans cet écosystème, en fait, ils sont un peu dépassés par le progrès subi qui ont été faits grâce à ChatGPT. Donc, ils pensaient que on aurait atteint des performances actuelles dans 30 ou 50 ans et ils constatent que c'est déjà d'actualité. Alors, vous avez pu voir que le fondateur d'OpenAI, Sam Altman, a rencontré pas mal de présidents pour pouvoir expliquer ce que fait son algorithme, et surtout, son algorithme qui consomme de la donnée, c'est bien sûr aussi façon au niveau des réglementations mondiales, de pouvoir négocier en fait, l'accès à ces données. Globalement, ces outils ont besoin de puissance de calcul. Donc, IBM travaille sur ce puissance de calcul très poussée, des ordinateurs quantiques. Et ensuite, il y a Elon Musk qui, lui, fait une transition vers la collection log augmentée en intégrant des puces sur son cerveau. Parce qu'il faut faire face à la puissance de calcul aux IA, il faut que leur numérique soit augmenté. Voilà. Juste pour c'est une introduction, juste pour rappeler qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle étoile, qui est spécialisée sur une tâche bien précise et qui ne peut pas faire autre chose. Par exemple, détecter des fractures osseuses sur un scanner, il ne pourra pas aller chercher un cancer du pancréas ou simplement faire l'analyse linguistique. Il y a une IA générale qui, elle, peut être beaucoup plus large. On parle maintenant de l'IA neurosymbolique ou IA hybride, qui est un changement de paradigme aussi, ou plutôt une association de deux paradigmes qui existaient déjà, pour pouvoir accélérer en fait, le progrès de ces technologies. Alors, dans le secteur de la santé, un événement a été signalé lorsque le jeune homme de 30 ans s'est présenté un cancer des stades d'origine connue, a été le premier à bénéficier d'un outil d'intelligence artificielle développé par l'Institut Curie pour détecter en fait l'origine de la tumeur. Et donc, du coup, traiter directement l'organe
puisque c'est un cancer métastaser, pour pouvoir traiter directement l'origine du cancer, donc de cibler en fait les thérapies. Pour les cancers de la peau aussi, on peut scanner complètement le corps en 360 degrés et ensuite après faire une analyse précise. Alors les robots chirurgicaux sont toujours assistés par des chirurgiens, ils ne sont pas complètement autonomes avec les intelligences artificielles. Et donc l'intelligence artificielle aussi, on a recherché dans le dossier patient, peut aussi prédire la sortie des patients pour pouvoir gérer le flux de patients dans l'hôpital. Donc ça, c'est un aspect assez intéressant dans la gestion des flux au sein de l'hôpital. Ces algorithmes permettent aussi de prédire les maladies. Donc, typiquement, pour le cancer du pancréas, 4 ans, alors jusqu'à 3 ans ici, avant que ça se produise, et le cancer du sein, 4 ans avant. Et donc, on insère dans les dossiers patients infantisés, nos dossiers, de plus en plus d'algorithmes. De plus en plus. Le premier à avoir fait, c'est un dossier patient qui s'appelle EPIC aux États-Unis, qui intègre directement des outils d'apprentissage machine dans le dossier patient. Juste un aspect contextuel, c'est de rappeler qu'aux États-Unis, il y a un investissement qui est fort. Le gouvernement américain souhaite investir sur l'intelligence artificielle pour dominer le monde à ce niveau, parce que la Chine, temps, a pris beaucoup d'avance. Il a débloqué près de 3 milliards pour pouvoir financer ces aspects-là. Et aujourd'hui, le ratio, c'est 2 brevets sortis aux États-Unis pour 10 brevets sortis en Chine. On voit bien que les Chinois ont pris de l'avance. Et donc, je faisais un petit clin d'œil à un Français, Arthur Mèche, qui a créé la start-up Mistral, et qui était avant chez DeepMind, chez Google. Et mon objectif est de pouvoir concurrencer, en fait, d'apporter un logiciel d'apprentissage linguistique aussi compétitif que ChatGPT. Alors, je peux rappeler qu'il y a des acteurs français sur ces approches. Donc, c'est Rémi Villani, qui est un mathématicien, qui a sorti un rapport sur l'intelligence artificielle. À gauche, Laurent Alexandre, qui a sa propre société d'intelligence artificielle. Et est intéressant d'écouter sur le sujet. Luc Julia, qui a écrit une série sur notre téléphone. Et puis Stéphane Cornélien, qui est Emmanuel Macri, qui sont sur les entrepôts de données, parce que ces algorithmes se nourrissent de données. Donc, au national, il y a le Data Hub, un entrepôt de données santé qui existe, et au-dessus de cet entrepôt de données français, vous avez un entrepôt de données européen aussi. Et actuellement, ici, en Guadeloupe et en Martinique, on vient de candidater, on vient de déposer un dossier qui a été présélectionné pour créer un entrepôt de données santé Guadeloupe-Martinique, en espérant qu'il soit accepté, puisqu'on a été présélectionné. Et donc, Yann Gunn, c'est effectivement un des Français pionniers sur l'intelligence artificielle. Alors, globalement, l'histoire, c'est quoi? C'est qu'en fait, notre cerveau est constitué de 22 milliards de connexions. Ça commence par la modélisation de neurones sous une fonction mathématique. Donc, c'est Warren McCulloch et en 1943. Ensuite, après, Alan Turing qui a simulé en fait l'intelligence humaine en faisant un test de Turing avec un ordinateur et une personne et des interactions avec une tierce personne pour voir si cette personne détectait si c'était l'ordinateur ou une personne qui répondait. Donc, en fait, c'est la continuité, en fait, c'est les GPT du cerveau. Ensuite, après, c'est le fait d'avoir modélisé un neurone qui apprend avec un neurone sec, linéaire, de perceptron, avec une couche. Ensuite, après, d'avoir modélisé comment on perçoit notre monde en termes de neurones, avec d'abord des neurones qui sont spécialisés sur le traitement de l'information, et ensuite des neurones plus conceptuels qui vont identifier des formes plus complexes. Et ces travaux ont permis ensuite de pouvoir lancer le premier réseau de neurones qui soit, on va dire, opérationnel par Yann LeCun,
En parallèle, il y a eu aussi Geoffroy Hinton qui a fait les mêmes travaux et qui a donc permis de lancer en fait un challenge qui s'appelle ImageNet et qui a permis d'avoir des performances assez intéressantes sur le taux d'erreur suffisamment bas qui donnait de l'espoir. En fait, tout a commencé en 2012, on va dire que les zones de web convolutifs. Alors, l'équivalent du prix Nobel, c'est le prix Turing pour les informaticiens. Donc, ils ont été attribués à Ian Lecken, Geoffroy Hinton et Yoshua Bengio pour leur recherche en intelligence artificielle. Et la mise en équation, finalement, de cet outil d'apprentissage, c'est une équation mathématique que je ne vais pas détailler. Là, ici. En tout cas, vous devez savoir que ces modèles, ils sont constitués d'énormément de paramètres, près de 740 milliards de paramètres pour un outil qui s'appelle PalmLN, qui est un outil de ChatGPT pour la médecine. Voilà. Et tous ces paramètres sont générés automatiquement à partir d'une de données. Alors qu'auparavant, il fallait coder en dur ces paramètres dans le programme. Dans le domaine de la médecine, on a mis en face sur un réseau social tout patient un logiciel ChatGPT et les médecins. Et on a constaté que le chatbot répondait plus précisément aux demandes des patients et avec plus d'empathie. Donc, tout simplement parce que c'est pas parce que le médecin en général il a habitué beaucoup plus vite et que les algorithmes s'y sont bien paramétrés. Voilà. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ça s'est accéléré en 2012 avec le premier réseau de neurones convolutifs pour la vision par ordinateur, jusqu'à avoir des IA génératives dont vous entendez parler avec ChatGPT, d'autres IA qui permettent d'avoir l'amélioration des images médicales. Alors, quelles sont les opportunités? Le contexte actuel, c'est qu'il manque des médecins. Ensuite, il y a une masse d'informations très importante. Des fichiers de signaux, des EGG de le cœur, le cerveau, de l'image, de la biologie, des résultats, des comptes rendus de patients. Donc, une volumétrie très importante que doivent gérer en fait les médecins. Ensuite, après, il y a une analyse sur le taux d'erreur au diagnostic des médecins. Ça, dans certaines spécialités, il y a des erreurs de diagnostic de l'ordre de 26% en les embolies pulmonaires, les cancers du poumon de 3%. Donc, on sent qu'il faut un support, une aide à la décision. Et d'autre part, ces algorithmes, si on a vu qu'à partir de 2012, ils commençaient donc à être performants, à partir de 2015, ils ont carrément surpassé l'homme en termes d'erreurs. Ils font moins d'erreurs que le médecin pour la partie imagée. Donc, l'objectif et les enjeux pour l'hôpital, c'est de pouvoir améliorer les tâches administratives, améliorer la qualité et la sécurité des soins, augmenter la productivité des employés et améliorer l'attractivité et la formation interne. Bon, bien sûr, je parle d'intelligence artificielle, mais plus précisément, on parle ici d'apprentissage machine. Et dans l'apprentissage machine, vous avez trois catégories, l'apprentissage supervisé, non supervisé et renforcé. Supervisé, c'est lorsque le médecin et l'algorithme travaillent ensemble pour produire un résultat. Non supervisé, on fournit la donnée à l'algorithme et l'algorithme trouve des caractéristiques communes des clusters, typiquement des cohortes de patients qui ont les mêmes pathologies. Et renforcé, tout simplement parce que soit les algorithmes se challenge entre eux, donc ils apprennent entre eux, soit parce qu'il y a un feedback de retour avec un utilisateur. Jusqu'à ce que ces thématiques aussi s'appliquent à l'apprentissage profond. Dans le secteur de la santé, il y a plusieurs domaines d'utilisation et cette cartographie que je vous présente donne des opportunités pour identifier ce qui est compliqué à faire dans l'hôpital et ce qui est beaucoup plus simple, ce qui est de plus grande valeur, c'est-à-dire le retour sur investissement beaucoup plus rapide ou moins rapide. C'est une cartographie qui fait le Gartner. Typiquement, la médecine algorithmique est une thématique relativement complexe et qui est moyennement, qui apporte de la valeur moyennement
à l'hôpital, alors que tout ce qui est santé de précision, c'est-à-dire médecine personnalisée, a une valeur métier, une valeur beaucoup plus importante. Et ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ces machines, en fait, aident lorsqu'on a des radios, elles vont analyser et identifier s'il y a une anomalie ou pas dans ces radios, donc une réponse positive ou négative. Le résultat va être confronté à un médecin qui lui va identifier si l'algorithme ne plaît pas. Et donc, il y a un certain nombre de cas où les deux, l'algorithme et le vont être d'accord ou pas. L'un des cas les plus embêtants, c'est lorsque l'algorithme identifie qu'il n'y a pas de problème alors qu'il y a un problème. Donc là, c'est une perte de chance pour le patient, il peut mourir. Et sinon, c'est lorsque on est sur du faux positif, on identifie que le patient, l'algorithme identifie que le patient est malade alors qu'il n'est pas maladie, il n'est pas malade. Ou bien, il suit l'avis de l'algorithme et il le fait rentrer dans un processus de traitement. Dans ce cas, il va se tester le patient inutilement avec d'autres analyses pour faire ses vérifications et ses pertes d'argent pour l'hôpital. Alors, ce sont des outils qui sont utilisés aussi aux urgences pour réduire le délai d'attente. Ils sont utilisés aussi pour ce qui est médecine prédictive pour la drépanocytose, pour pouvoir carrément calculer automatiquement le prédire à l'hôpital la réadmission de patients drépanocytaires. Alors là, avec des algorithmes qui ne sont pas forcément des algorithmes de réseau neuronal, mais des algorithmes beaucoup plus simples. Pouvoir prédire aussi le cancer de la prostate, c'est une des applications. Pouvoir aussi assister le chirurgien, parce que ces logiciels sont embarqués dans les robots chirurgicaux. Pouvoir aussi accompagner les personnes âgées, alors soit pour les forcer à avoir des interactions sociales, pour les stimuler, mais aussi pour rappeler en fait de suivre un traitement avec un pilier. Et bien sûr, sur tout ce qui est études associées à une pandémie, ça a été le cas pour le Covid. Alors, il y a des modèles qui sont développés pour pouvoir détecter la sous-précoce la maladie d'Alzheimer, des outils en pédiatrie pour détecter qu'il y aurait de la maltraitance au niveau des enfants, en regardant dans le dossier médical historique et puis aussi les éléments qui sont rentrés. C'est aussi des algorithmes qui peuvent mettre en place ce qu'on appelle la conciliation médicamenteuse. Donc, c'est la possibilité de vérifier que les prescriptions de médecins ne sont pas dangereuses pour un patient parce qu'il a des antécédents, il y a un historique et les interactions entre les médicaments qu'il a et qu'il consomme déjà et ceux qui lui sont prescrits. Voilà, les algorithmes d'apprentissage aussi pour aider à la rémission des patients. Et on a vu la cardiologie détecter une détection passive de la fibrillation articulaire. Et puis en diabétologie, c'est le fait de pouvoir aussi utiliser les objets connectés pour pouvoir suivre le patient en temps réel. Et c'est aussi d'alerte, c'est du télésoin, c'est du télésuivi, télésurveillance à distance. Alors, bien sûr, tous les domaines, l'idée c'est de présenter que tous les domaines sont couverts actuellement par les études et les applications les plus avancées sont dans l'ophtalmologie. Le cancer de la peau, et puis aussi même pour le fait de prédire des dents qui seraient compromises à terme chez le dentiste avec des outils qui permettent de voir ces problèmes. Alors, quels sont les moyens qui mettre en place? Déjà, dans une équipe, dans un hôpital, c'est un médecin, c'est un analyste des données, c'est donc un data scientist, un biostatisticien. Bien sûr, les outils, alors PyTorch, Plot, Keras ou d'autres logiciels R ou Python. Voilà. Ensuite, bien sûr, des centres de données qui disposent d'une puissance de calcul élevée, en tout cas pour les réseaux neuronaux.
Donc l'enjeu pour mettre en place ces algorithmes, c'est d'avoir tout misé sur la qualité de la donnée, parce que la quantité, à un moment, ne permettra pas d'avoir des outils qui soient performants, d'avoir en fait des produits qui répondent à des besoins, et d'avoir aussi des serveurs qui puissent traiter l'information. Alors, une des choses aussi, c'est qu'il faut penser aussi aux aspects de cybersécurité, parce que les virus peuvent affecter les images, de telle sorte que ce ne soit pas visible par l'œil humain, et au final, le diagnostic sera faussé. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il va falloir bien protéger. Alors, dans les hôpitaux, en fait, on va embarquer directement ces algorithmes de plus en plus dans les dossiers patients informatisés. Alors, ça commence tout juste en France, il y a certains qui essaient, voilà, mais ça va arriver. Là, c'est pour juste préciser que tous les organes du corps sont investigués avec des algorithmes pour pouvoir faire une aide à la décision, une aide au diagnostic. Et que bien sûr, pour la prise en charge du patient, des soucis comme ChatGPT ou le modèle de langage, en fait, il y a aussi à prendre en compte la thématique du RGPD ou du personnel aussi qu'il faut protéger face à la puissance de raisonnement ou de proposition que pourraient faire ces algorithmes pour assister le médecin. Alors, quand on utilise des algorithmes simples, en fait, on peut interpréter en fait les résultats. On peut comprendre comment cet algorithme a été amené à traiter l'information pour trouver le résultat. Et plus l'algorithme est compliqué, et les réseaux de neurones, c'est le cas, on ne peut pas bien comprendre comment ça se passe. Donc, il y a un domaine qui s'appelle l'interprétabilité et l'explicabilité, ce qui permet d'aider en fait à détecter ces problématiques-là. Donc en fait, on génère des sortes de cartes de chaleur qui permettent d'identifier en tout cas pour tout ce qui est sur par ordinateur l'endroit où l'algorithme a regardé ton image. Voilà. Aussi, il faut mettre en place des algorithmes comme des outils de détection de fractures osseuses, etc. dans l'hôpital, il faut qu'ils soient certifiés. Donc il y a les normes ISO 13485 et un marquage CE aussi demandé. Ça dépend de la classification de risque des outils. Classe de A, classe de B, voilà. Donc en fait, il faut prendre aussi tout ce qui est aspect éthique pour développer cet algorithme et biais et les erreurs de décision à ce niveau-là. Donc, ce qu'on voit globalement, c'est que en fait, ces algorithmes permettent à la fois de mieux voir, voire même de mieux sentir en détectant des molécules. Et donc, en fait, très certainement que ces algorithmes seront amenés à alimenter en fait, des robots. Voilà, c'est un peu le mot de la fin. Pour vous présenter globalement ce qui est utilisé, en fait, ce qui pourrait être utilisé à l'hôpital. Alors, aussi à Chula-Guadeloupe, il y a pas mal de projets qui se sont lancés sur ce sujet. Et donc, un qui en fait l'expérimentation, c'est la détection des fractures d'urgence. Ça permet aux médecins juniors, aux internes, de ne pas forcer, de prendre une décision sur les augmentations du patient, les traitements du patient, avant d'avoir l'avis du radiologue. Donc, en fait, ça permet aussi de réduire les délais de traitement des patients. Et puis aussi, donc, il y a eu une recherche sur, avec un algorithme d'apprentissage profond sur la détection de polypes en temps réel au bloc opératoire, avec un outil logiciel de réseaux de neurones convolutionnels. Voilà. Et merci, je suis Léon pour ce panel très large, ce qui peut être offert en matière d'IA, en publicité. Est-ce que vous avez des questions? Donc, le but d'un médecin, c'est de poser un diagnostic. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça le but. Donc, voilà.
Alors, en fait, il y a trois thématiques. Il y a un diagnostic, oui, c'est le point de départ, un pronostic, et ensuite soit la partie thérapeutique. Mais le départ, c'est bien de poser un diagnostic. On peut la différence. Donc, de point de vue IA, comment vous définissez le diagnostic? Ben, le diagnostic, c'est. Alors, il y a deux approches. En fait, le médecin il utilise ses sens. C'est le point de départ. Donc, sa vue, parce qu'il va soit regarder le patient, soit regarder les clichés, les scanners, soit regarder au microscope, voilà, finalement le rendu d'une image. Et donc, il va pouvoir détecter au sein de cette image où est le problème. Et ensuite, associer à ce problème, cette anomalie, à une maladie, une typologie de maladie. Donc ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est le texte. C'est le fait d'aller en fait chercher de l'information dans le dossier patient, sous forme textuelle, pour analyser en fait l'historique du patient et en déduire par rapport à son état actuel qu'il est malade et précisément ce qu'il a. Et au final, c'est un peu ce que je vous montrais, c'est que l'information, elle est importante et il se retrouve avec une masse d'informations qu'il faut prendre en compte. Et donc, les algorithmes sont là en support pour les alerter, voilà, pour traiter les cas qui seraient un petit peu plus complexes et leur donner du temps, gagner du temps médical. Donc aujourd'hui, l'IA n'est pas vu du tout comme le remplace du tout par le médecin, mais il est là pour plutôt apporter un support. Je ne sais pas si j'ai répondu. Voilà. S'il y a d'autres questions. Bonjour. Alors, vous avez parlé d'études en cours au niveau du CHU sur les patients. Est-ce que actuellement l'IA est utilisée et éventuellement au niveau de quel service au niveau du CHU, est-ce que vous savez? Alors oui, alors, aux urgences. Et donc là, les urgentistes effectivement utilisent alors, il y a un cliché, donc le scanner qui est produit, mais ensuite, après, il faut le vérifier. Pour la détection de fractures osseuses et d'anomalies pulmonaires, plus précisément. Donc là, voilà, c'est formidable. Il y aura bientôt un usage, il y a la clinique des eaux marines, je crois, qui utilise un algorithme déjà pour la conciliation médicamenteuse et vérifier qu'une prescription en fonction de n'ait pas d'impact par rapport à l'historique du patient. Et ça aussi, c'est un projet qu'on met en place chez nous. Et puis en gastroentérologie, ce que j'ai dit, c'est dans gastro, il y a donc pour détecter en fait le cancer du côlon, ou en fait dans le cas de la prévention préventive des polypes, qui sont ensuite des extractions de tissus qu'on donne à la napate qui va analyser pour vérifier si ces tissus sont cancéreux ou pas. Alors, les intelligences artificielles peuvent détecter l'anomalie, la délimiter précisément en termes de contour, et aussi la caractériser. Donc là, dans ce cas, dire si c'est quelque chose qui va amener un cancer, si c'est déjà en fait cancéreux ou pas. Bonjour, merci. Question concernant un article de tout à l'heure. Vous disiez que l'intelligence artificielle répondait plus rapidement avec plus d'empathie que le médecin. Comment se mesure l'empathie d'un algorithme? En fait, sur l'article, c'est le feedback des utilisateurs. Ils vont pouvoir, en fonction de ce qu'a répondu l'automate, le chatbot, et le médecin, noter. Vous savez, c'est comme le scoring sur les produits, noter en disant voilà, là, cette réponse a bien pris en compte ma demande avec de l'empathie. Alors, est-ce qu'ils ont utilisé une échelle en particulier forcément, il y a une démarche spécifique scientifique derrière. J'en sais pas plus. Voilà.
Par contre, je partage la présentation et le mauvais fait à l'article. Mais globalement, c'est avec le feedback de l'utilisateur qu'on parlait de. Merci pour la Et présentation. d'un expert aussi. D'un expert, alors je ne sais plus quel profil ils avaient, si c'était un psy ou autre. En tout cas, il y a un expert qui va comparer à la fois les deux réponses pour pouvoir les noter. Oui, alors j'avais une question. Vous avez présenté qu'il y avait deux types d'intelligence artificielle. Donc là, les exemples d'applications renseignées que je vois, à mon avis, correspondent à celles qui ont des tâches précises. Donc il y avait une autre qui avait moins de limites, on va dire. Donc je voulais connaître votre avis et votre vision par rapport à l'autre. Je ne connais pas le terme, je l'ai pas retenu, puisqu'il y avait une des phrases restantes. Il y a général. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est Il y a l'huile. Ah oui, mais là, c'est le. Il n'y a pas, en tout cas, à mon niveau, je n'ai pas lu d'article à ce niveau-là. Et puis moi, je suis quand même beaucoup plus opérationnel. Ce qu'on prend, c'est de prendre des outils et de les déployer pour des utilisateurs. Et m'assurer, en fait, qu'elles ne mettent pas en danger, en fait, la vie du patient. Avec lorsque. Et ça, comment fait-on? C'est qu'il y a toute une. Il y a des critères pour pouvoir, en fait, retenir des algorithmes. Donc, on vérifie que dans les publications scientifiques associées à ces algorithmes permettent d'avoir des bons résultats. On regarde aussi si ces algorithmes sont déjà utilisés ailleurs pour avoir le feedback d'autres hôpitaux. On regarde aussi s'ils respectent la réglementation. Donc, il faut qu'ils soient en HCE, en tout cas pour ceux qui vont interagir avec les organes. Il y a aussi de respecter les autres règles 485, je crois. Et puis, il faut aussi qu'en termes de cybersécurité, ça soit protégé globalement. Par exemple, il y a de radiologie. C'est un algorithme qui est sur le cloud. Il y a des échanges avec un fichier patient. Les données sont d'abord anonymisées, l'image est envoyée sur le cloud, il y a un traitement de l'algorithme, et les coordonnées de la zone d'anomalie sont envoyées pour pouvoir pointer en temps réel, pratiquement dans la minute, la zone de l'image qui est en anomalie. D'autres algorithmes, par contre, sont carrément embarqués dans des ordinateurs qu'on va connecter directement un robot chirurgical ou un bloc particulier pour traiter les pathologies. Alors, si je peux intervenir, il y a aussi une notion qui me semble fondamentale, c'est la notion d'adoption. Et d'adoption à la fois effectivement par le corps médical et puis aussi peut-être aussi par les patients. Et la question que je voudrais te poser, c'est comment ces outils sont aussi vus par les médecins? Parce qu'il y a un slide qui m'a beaucoup surpris, c'est le slide qui présente la matrice de confusion, avec les votes de soucis, les effets négatifs, etc. Et j'ai le sentiment que la vie du médecin est encore vue aujourd'hui comme la parole d'évangile. C'est-à-dire que le médecin dit que c'est ça, et finalement, si l'algorithme dit autre chose, c'est l'algorithme qui attend. J'ai l'impression que c'est encore vu comme le sentiment que j'ai, c'est que plus on ira, et plus la machine va agréger de connaissances, et plus on aura raison sur le médecin. Oui. Alors, comment c'est vu ça? Comment c'est perçu? Oui, alors, effectivement, alors, il y a la thématique de la responsabilité médicale. Qui est responsable? C'est le médecin au final. Donc, s'il s'appuie sur un algorithme, même si donne des réponses à 99,9%, et qu'il a s'est trompé, aujourd'hui, en tout cas, c'est lui le responsable. Il a suivi l'avis de l'algorithme, tant pis, il sera condamné si il y a une problématique associée à cette thématique. Donc là, c'est vu comme un support. Alors, comment on voit les médecins? Si, en fait, eux, ils sont satisfaits, par exemple, le radiologue, ça lui permet de se concentrer sur des diagnostics beaucoup plus complexes et permettent, surtout dans l'hôpital, ce sont des internes, des médecins juniors qui font le job, qui sont encadrés par les seniors, permettent aussi à ces juniors de se rassurer aussi sur leur diagnostic. Ils pensent quelque chose et c'est confirmé par l'IA. Alors l'IA finalement devient un mentor. Et voilà, je suis en train de prendre débat parce que on peut dire beaucoup de choses sur ça, mais l'adoption
il n'y a pas de peur. Les médecins n'ont pas peur aujourd'hui de cet algorithme. Ils ne se sentent pas en difficulté, au contraire. Enfin, Et pour la télévision,